Jean-Claude est un garçon exceptionnel. Il est né au mois de mars, comme François, quelques années avant. Voilà. Et donc, tu as commencé par créer une première boîte quand tu avais 23 ans. Alors, c'est pareil, il y avait le virus entrepreneurial dans ta famille, c'est le hasard complet, c'est quoi? Non, non, le virus, moi je l'ai chopé, le virus, mais il n'y avait absolument pas d'entrepreneurs dans ma famille. Au contraire, j'étais dans une famille de salariés, d'employés, et donc mon père était contre, anti. Anti, quoi. Oui, quand on est salarié, on reste salarié. On n'est pas patron. Et ta première boîte, donc tu l'as créée et ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Manque d'expérience, et puis manque de fonds propres. Et les deux ajoutés, au bout de 2 ans et demi, il a fallu déposer, quoi. Ouais. Ouais. Et donc on apprend des choses de ses erreurs, on a appris beaucoup de choses. Bien évidemment, on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites. C'est pour ça que la question tout à l'heure concernant le prédécesseur, c'est François, il n'y a jamais eu d'échec, il n'y a jamais eu de problème. Et moi, je suis toujours fasciné par les entrepreneurs qui n'ont jamais d'échec, jamais de problème. Alors après, tu es un bon salarié, voilà, pour Saint-Élabo en 76. Après, pour un groupe allemand à peu près, hein, avant de créer ta boîte. Donc tu as appris un peu d'être salarié, gentil, tout ça. Ah, bien évidemment. Bien évidemment, j'ai appris surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et en 89, donc, tu vas créer ta boîte, donc c'est LVL Médical. Le métier, c'était quoi? C'était de la prestation de santé à domicile, c'est-à-dire qu'on prenait en charge des patients, insuffisants respiratoires, perfusés, cancer, nutrition parentérale, nutrition entérale, etc. Enfin, toutes les pathologies qu'on peut traiter à domicile. Et là, il y avait combien de personnes quand tu l'as vendu en 2012, la boîte? Combien de collaborateurs et quel chiffre d'affaires? Quand je l'ai vendu en 2012, on devait être à peu près 1000 ou 1 millier. Et le chiffre d'affaires, ce n'est pas des chiffres colossaux parce que c'est des activités de prestation de services. On devait faire à peu près 130 millions. 130 millions, quoi. Ouais. Et alors, contrairement à François, lui qui a choisi les fonds, toi, tu as été introduit en bourse avec le recul. 1996. Ouais. C'était bien, c'était pas bien, tu le referais, tu aurais d'autres alternatives si demain tu veux développer? Alors, dans ma nature, je ne regrette jamais rien. Donc, je n'ai pas regretté. Non, ça m'a permis d'avoir de la notoriété. Ça m'a permis surtout de lever des fonds, de ne pas être dépendant, alors certes, dépendant des investisseurs, des actionnaires, mais pas dépendant d'un fonds qui est autour de la table et qui me dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je suis un grand indépendant. Et j'ai pu racheter des boîtes et puis grossir comme ça aussi. Mais on a beaucoup grossi par croissance interne surtout. Interne surtout. Donc 2012, tu vends la boîte au groupe Air Liquide, un bon client qui paye bien les boîtes qu'il rachète, n'est-ce pas? Plutôt bien. Ouais. Comment on sait à quel moment il faut vendre sa boîte? Quand votre femme vous dit il faut vendre. Non, mais vraiment ou pas vrai? Pardon? Tu plaisantes ou pas? Mais je plaisante pas. Quel est son prénom? Delphine. Et c'est Delphine qui t'a dit Jean-Claude, vas-y. Elle m'a dit, je pense que ça serait bien, c'est le moment. Alors pourquoi elle m'a dit ça? Parce que c'est une femme intelligente, d'abord. Tu dis ça parce qu'elle est là ou parce que tu le penses vraiment? Je dis ça parce qu'elle est là, mais non. Bon. Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'elle est beaucoup plus consciente que moi. Moi, je suis un peu un fou. Et que, raisonnablement, quand on a pareil 65 000 patients au quotidien, les risques devenaient importants. On ne contrôle plus les salariés. Et 1000 salariés, on ne peut pas les contrôler. Et qu'au moindre accident, dans ce métier, ça peut être dramatique. Et tout peut se casser la gueule d'un seul coup. Donc, je l'ai suivi et je ne le regrette pas. Et toi, Delphine, pourquoi tu lui as conseillé de vendre? En vrai? Si tu veux t'exprimer sur le sujet, hein, t'as une petite voix qui t'a dit « Tilt, Jean-Claude veut le faire ?» On n'a jamais eu ce témoignage en 31 ans de club, et c'est très intéressant. Non, mais maintenant, ça a 10 ans, en fait, déjà, ce choix. Mais en fait, il y avait des évolutions réglementaires. Et comme moi, je connaissais très bien le métier et l'environnement dans lequel j'étais, je voyais bien que les problématiques et que les patients étaient de plus en plus compliqués et que de plus en plus, les patients étaient aussi de plus en plus procéduriers aussi. Et ce qui, à un moment donné, m'a fait aussi peur. Et j'ai eu le sentiment de ne plus maîtriser la société par moment. Voilà, et moi je suis très sécurité. Très sécurité. Voilà. Et Alors, c'est peut-être pour ça que je ne serai jamais numéro 1. C'est toute la différence entre Jean-Claude Lavorel et moi. Alors, Monsieur Lavorel, Jean-Claude pour les amis, donc juste avant de toucher pas mal de sous, enfin un montant raisonnable, voilà,
juste avant ça, tu avais commencé à investir dans autre chose, et notamment en 2008, dans un hôtel, dans une contrée un peu compliquée. C'est pas tout à fait la banlieue, c'est pas tout à fait le 9-3, c'était à Courchevel. Oui, on n'est pas loin. Oui. Et pourquoi l'hôtel et pourquoi Courchevel? Pourquoi Courchevel? Parce que j'avais un chalet à Courchevel, ça c'est déjà une première. Et c'était un hasard, c'est les circonstances, c'est les opportunités. C'est-à-dire que l'agence immobilière qui m'avait vendu le chalet que j'avais entièrement rénové est venue me voir un jour en me disant on a un acheteur. J'ai dit mais je ne suis pas vendeur. Du chalet? Du chalet. Ouais. Ça faisait qu'une saison. Alors tapette Delphine? Non. Oui. Non, pas là. C'était une autre époque. J'ai dit je ne suis pas vendeur et il m'annonce le prix que le type est prêt à mettre. J'ai dit bon, c'est vrai que ça fait réfléchir, donc à ce moment-là, trouvez-moi autre chose de mieux. Et ils sont revenus en me disant, bah voilà, on a quelque chose de différent. Et ils m'ont emmené voir un hôtel, visiter un hôtel, et je suis tombé sous le charme. C'est vraiment un coup de cœur. C'est que j'ai dit, ah oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de charme, il y a une histoire. Les propriétaires étaient les fondateurs, étaient encore là, ils vendaient, il y avait de l'affect, il y avait beaucoup de choses. Comment il s'appelle l'hôtel? Il s'appelait la Civolière. Très bien. Quelqu'un connaît l'hôtel? Un marché potentiel ici d'enfer. Hein. Ouais, non, mais c'est pas le marché pour Courchevel. Donc ça, c'était le premier hôtel, voilà. Et après, tu as investi aussi un peu plus tard hein, dans des bateaux à Lyon, formidable pour vos événementiels sur Lyon, d'ailleurs, m'a-t-on dit. Hein. Ah, formidable, Oui. formidable. C'est une activité. Et là, pourquoi qui les marche bateaux? très bien. Parce qu'on connaît bien les bateaux mouches à Paris, mais il y a de l'eau aussi à Lyon. On vient d'acheter un bateau récemment, d'ailleurs. D'accord. Et là, c'est de l'événementiel? Alors, c'est de l'événementiel. En fait, cette entreprise qui était mise en vente, on en était les principaux clients. Donc on s'est dit finalement, vis-à-vis de notre clientèle qui vient en séminaire et qui cherche des activités à se distraire, c'est peut-être pas idiot de la développer et en fait, il y a 2 bateaux qui sont des bateaux restaurants. D'accord. Comme on connaissait un petit peu la restauration, c'est proche de notre métier et donc on a passé le pas et aujourd'hui on est très satisfait puisqu'on vient d'acheter donc un bateau de plus. Aujourd'hui on en a 6. On a des bateaux promenades, on a des bateaux événementiels, on a des bateaux restaurants. Sur tous les bateaux, on peut avoir n'importe quelle activité. C'est très agréable. Très agréable. D'avoir son bateau? Non, pas d'avoir son bateau, mais de se promener sur une rivière, puisque la Saône est une rivière, ou sur un fleuve comme le Rhône, de visiter et en même temps de se distraire. Mon fils a fait son anniversaire il y a 10 jours dessus. On était nombreux. Tout le monde était enchanté. Tu aurais pu nous inviter quand même. Hein. Alors, tu as aussi investi dans un vignoble. Donc ça, ce vin, les membres du club pourront le découvrir le 11 octobre dans un petit restaurant sympa qui s'appelle le Ritz à Paris, la grande soirée du wine. Donc pourquoi investir dans le vin? Parce que là, on sait très bien qu'on perd tout le temps du pognon. Alors, on ne peut pas faire les choses que pour gagner de l'argent non plus. Bonne remarque. Hein, ensuite, je suis passionné, je ne suis pas super connaisseur, mais je suis passionné du vin. Je trouve que c'est un produit noble. J'ai jamais eu dans mes aventures entrepreneuriales à fabriquer. Donc là, on fabrique, on est agriculteur, quoi, en somme. Hein. On part de notre lapine, de notre raisin. On a fait les vendanges très récemment. On est allé faire une journée de vendange en team building, c'était très sympa. Et puis, voilà, arrive le vin, on le goûte, on le met en bouteille. Et on le déguste et on essaie de le vendre, bien évidemment. Et je trouve que c'est très, très plaisant. En plus, on a un énorme avantage, c'est qu'on a un excellent vin. Côte de Brouilly, top. Comment s'appelle le domaine? Le domaine s'appelle Château des Ravati. Ravati. Et donc, on est dans quelle appellation en Beaujolais? On est en Brouilly, Côte de Brouilly et Chardonnay, qui est également un excellent blanc, un très bon Chardonnay. Et là, au total, donc, ça appartenait à un institut, c'est ça? Parce que généralement, ça se vend sous le manteau, tout ça. Hein. Un petit institut qui s'appelle l'Institut Pasteur, que tout le monde connaît, et qui a mis en vente parce que c'était pas quand même son cœur de métier, comme on le sait. Et ils ont obtenu, parce qu'il y avait un legs, il y avait interdiction de le revendre. Enfin bref, c'était très compliqué. Et le jour où ils l'ont mis en vente, on est allé visiter, on est tombé sous le charme, parce que le château est sympa, le domaine est magnifique. On a une orangerie superbe, il y a un parc extraordinaire. Et donc on s'est dit, c'est ce qu'il nous faut. On le veut. On peut faire d'événementiel aussi, on peut le louer tout ça, ou c'est juste pour Delphine et toi? Bien évidemment, on peut faire
Non, c'est pas pour nous. On n'y dort pas là-bas. On peut faire des séminaires, des mariages. On a des mariages pratiquement tous les week-ends, même en semaine. Et on a de beaux séminaires. Bon, ça c'est sympa. Ouais. Et Paris, tu as investi un peu en région parisienne parce que c'est bien tout ça, les contrées lointaines, mais quand même. Alors ça, c'est ce qui intéresse le plus nos convives de ce soir. C'est qu'on a racheté un hôtel à Chantilly, un très très bel établissement, qui était un Hyatt, qui ne va plus être un Hyatt dans quelques jours, puisqu'on a laissé cette enseigne, on n'en veut plus le 30 septembre, on est des indépendants. Donc ça va s'appeler le Grand Pavillon de Chantilly. J'y étais ce week-end, franchement. Et là, je ne dis pas ça pour faire le vendeur. C'est génial. J'étais avec mon épouse, ma fille. On a passé un excellent week-end. Alors c'est pour ça qu'on va organiser, alors c'est un petit scoop, hein, un grand week-end à Chantilly, chez Jean-Claude, hein, sur le thème du vin, du golf et spa, en mars ou avril. Voilà, on négocie âprement les prix parce que c'est hors de prix, mais c'est génial. Non, et donc là, tu as une nouvelle ambition. Il y a combien de chambres au total? 215. 215 chambres, quoi. Et alors sur Paris, si on veut dormir dans un établissement Lavorel, pas trop loin, là, on peut quand même trouver, ou il faut aller à Chantilly? Il va falloir attendre le 1er décembre où on fait l'ouverture du Copster Colombe. Copster, c'est une enseigne que nous avons créée, où il y a déjà un hôtel à Lyon, à côté du Groupama Stadium, qui marche très bien, très très bien. Donc on crée le Copster Colombe, 240 chambres. Très bel établissement, avec un restaurant rooftop, un bar en rooftop, vue sur Paris, magnifique. Et puis on ouvre normalement en juin, je dis normalement parce qu'avec les travaux, c'est pas toujours évident, un autre Copster, porte de Versailles. Et les collaborateurs, là, on a vu la pénurie pour François tout à l'heure, dans l'hôtellerie-restauration, c'est nickel. Hein, ça, aucun problème. C'est pour les trouver. Quoi. Aucun problème, ils font la queue. Non, ils font la queue, oui. On a moins de problèmes depuis que nous avons lancé... au mois de juillet, un système d'intéressement de primes, c'est-à-dire que la problématique des collaborateurs, c'est de travailler le samedi, de travailler le dimanche dans ces métiers, et des coupures. Dans certains établissements, il y a des coupures, c'est qu'ils s'arrêtent à 15h et ils reprennent à 18h, et entre les deux, ils ne savent pas trop quoi faire s'ils habitent un peu loin. Donc nous versons des primes pour le samedi, des primes pour le dimanche, des primes de coupure, et nous mettons en place un intéressement aux bénéfices. Et ton meilleur souvenir dégustation, Jean-Claude, c'est quoi? C'est Côte de Brouilly, hein. Bien sûr. Incontestable. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans, quoi. Ah oui, mais non, c'est vrai, question c'est spontanée, François. François, une question pour Jean-Claude, et puis après Mathieu. Quel va être votre prochain coup de cœur au niveau business? Pas Delphine, hein, business, tu dis, hein, oui. Non, alors, compte tenu de mon âge avancé, bien évident que je ne vais pas me lancer dans des activités nouvelles. L'hôtellerie, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant, parce qu'on fait plaisir, et ça, c'est très agréable de faire plaisir. On fait plaisir parce qu'on propose sur la table, on fait plaisir par la déco, par le service, par le sourire de nos équipes. Donc ça, j'en suis très très heureux. Et le vin, le vignoble, c'est quand même très complémentaire de nos activités. On le vend énormément dans nos établissements, on le vend ailleurs, on le vend au groupe Bocuse, groupe Bertrand. On a de très très bons clients sur le marché français et on en vend aux États-Unis, on en vend au Royaume-Uni depuis peu de temps. Voilà, on va développer nos ventes, on l'espère. Mathieu, et après Patricia, qui représente Arkea. Patricia. Eh oui. Quelle part de hasard finalement dans ce parcours et quelle part de choisi, parce que finalement on est passé dans des univers très différents, dans la santé, dans l'hôtellerie, etc. Alors j'ai bien compris que l'hôtel c'était un hasard complet, mais je suis sûr qu'il y a aussi plein de choix stratégiques qui ont été faits au fur et à mesure. Tout ça s'est construit comment? Alors, dans le choix d'activité, c'est du hasard, c'est l'opportunité. Ma première boîte qu'elle a évoquée, c'était dans le prêt-à-porter. Rien à voir avec la santé. Donc comme ça n'a pas marché, il fallait trouver un job, je suis rentré dans la santé. Et dans la santé, je me suis dit au bout d'un certain nombre d'années, c'est passionnant, c'est intéressant, il y a des choses à faire, mais il faut que je crée ma boîte. Donc je suis parti dans la santé. Je ne l'ai absolument pas regretté. Ensuite, l'hôtellerie, Alain évoquait également l'histoire. C'est-à-dire, je suis tombé sur cet hôtel à Courchevel. Je ne me suis pas fait mal en tombant, mais j'ai trouvé ça intéressant, l'hôtellerie. J'en ai acheté un second, c'était le château de Bagnoles dans le Beaujolais. Magnifique. Hein. Magnifique. Très sympa, ouais. Magnifique, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça sympathique. Et quand j'ai vendu mon groupe,
Alors, il y avait 2 raisons pour réinvestir. Plein de zéro et fiscalité. La première, vous la connaissez, c'est la fiscalité. Il faut réinvestir. Et puis la deuxième, comme j'avais des hôtels, je me suis dit pourquoi pas l'hôtellerie. C'est passionnant, c'est intéressant. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Après, sur le choix des hôtels en eux-mêmes, c'est plus des coups de cœur. C'est-à-dire que si on n'a pas le coup de cœur, si ça ne nous emballe pas, on ne fait pas. Et les opportunités, on en a toutes les semaines. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune repreneur là, d'une marque H2O de parapluie français qui est basé à côté de Caen? Donc tu as repris donc cette... D'ailleurs, tu as un joli parapluie, voilà. Ouais, c'est lui, oui, c'est lui. C'est le seul qui a un parapluie. Donc tu as repris H2O, donc petite boîte qui fait 400 000 € de chiffre d'affaires aujourd'hui, 100% made in France, avec des parapluies donc français, monsieur, et garantis à vie. Et vendu à des prix tout à fait raisonnables pour un truc garanti à vie, à moins de 300 € le parapluie, avec son nom et un bisou de Jean-Claude Lavorel. Oui, je pense que c'est un peu la même chose que monsieur. En fait, c'est la passion. Et, je suis tombé amoureux de cette petite entreprise. Vous avez quoi, 7 personnes, c'est ça? Oui. 7 personnes. Et j'étais pas du tout dans chercher une cible beaucoup plus importante. Et puis en fait, je suis tombé amoureux de ce savoir-faire, et puis un savoir-faire à protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, 99% des parapluies vendus en France de Chine, d'importation, et ce qui représente à peu près 10 millions de parapluies détruits chaque année en France, donc au niveau international. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, Jean-Claude, parce que là, il se pose des questions. Enfin, le problème, c'est quand il fait beau, il ne vend pas de parapluie, c'est le bordel. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Faire la danse de la pluie, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas de conseil à donner parce que je ne suis pas conseilleur. Néanmoins, il faut qu'il continue son développement. Alors après, est-ce qu'il peut faire des ombrelles? Est-ce qu'il peut faire des parasols? Je ne sais pas, j'en sais rien. Il faut en prendre dans tes hôtels un petit peu, non? Ouais. Il faut voir Charline qui va négocier. Allez, dernière question, Patricia, qui est juste derrière. Voilà, dernière question. Patricia qui représente donc un bel établissement, Arkéa Banque, qui aime beaucoup les patrons de TI et les patrons de PME également. Nous, on a le plaisir de travailler avec votre fils, mais quelle ressemblance, c'est complètement dingue. Il est beaucoup mieux, le père, non? Oui. Juste une question, on voit que vous avez toujours œuvré pour la vitalité du territoire lyonnais, de par vos choix. Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire pour ce territoire? Déjà, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup, mais on peut toujours faire plus. Aujourd'hui, je n'ai pas d'ambition particulière sur le territoire, parce que le territoire de la région, parce que dans la région, c'est quand même là où on est le plus implanté, puisqu'on a 2 hôtels à Annecy, très beaux hôtels. On a 3 établissements à Courchevel. On en a 2 à Lyon. On en a un dans le Beaujolais, le château de Bagnoles. Donc déjà, j'ai pas mal fait. Et puis, on a les bateaux lyonnais. Et puis, le domaine des Ravati, avec un excellent Côte de Brouilly. De poids, c'est bien. Non, mais je le dis parce que vous le verrez le 11 octobre. Le 11 octobre, oui. Enfin, vous le verrez, vous allez le déguster. Et là, vous allez dire, franchement, c'est pas un bluffeur. Bon, il devait être formidable aussi. On peut applaudir Delphine et Jean-Claude Lavorel. Bravo, super.